Donc, je vous présente une technique pour les récepteurs couplés aux protéines G. Et ces récepteurs sont donc de la même famille et ont une caractéristique commune qui est d'être à tous avec 7 domaines transmembranaires. Puis, ce sont des récepteurs qu'on va découper en 3 grandes classes, notamment la classe A des récepteurs similaires à rhodopsine, qui constitue à peu près plus de 75% de cette famille de récepteurs. L'autre classe, c'est la classe B, qui sont des récepteurs similaires à celui du glucagon, qui constituent un petit peu moins de 15% de la famille. Et puis la dernière classe, les récepteurs similaires aux récepteurs du glutamate, qui eux constituent un petit peu plus de 5% de la famille. Donc nous, par la suite, on va s'occuper plus des récepteurs de la classe A, et plus précisément des récepteurs de la classe A peptidergique. Donc ces récepteurs transduisent un signal de l'extracellulaire vers l'intracellulaire et sont activés par une multitude de signaux allant des amines biogènes, des acides aminés, des lipides, des peptides, des protéines. Le cas qui nous intéresse, les récepteurs peptidergiques, puis également d'autres ligands qui peuvent être des photons ou autres. Donc comme je le disais, ce sont des récepteurs qui vont signaler à l'intérieur de la cellule, et notamment par la voie des protéines G. Donc, suite à l'activation du récepteur par le ligand, on va avoir activation des protéines G. Je ne vais pas détailler plus que ça cette voie-ci. Donc, on a plusieurs protéines G qui vont pouvoir être activées. Ceci va aller activer ou inhiber des effecteurs cellulaires, puis produire des réponses biologiques. Puis, on a également d'autres voies de signalisation, notamment des voies de signalisation protéines G indépendantes. Et donc là, je vais vous présenter la voie des bêta-arrestines, qui va nous servir un petit peu plus par la suite, vous allez le comprendre. Donc, suite à la liaison du ligand au récepteur, on va avoir recrutement des protéines GRK qui vont venir phosphoryler la queue C-terminale de ce récepteur, puis recrutement de la bêta-arrestine par la suite. La bêta-arrestine, les bêta-arrestines, il y en existe deux, c'est les bêta-arrestines 1 et 2, les arrestines non visuelles également, ce qu'on appelle. Et puis, ce sont des protéines qui vont venir désensibiliser le récepteur et également aider à l'internalisation. Puis, ces protéines-là vont être aussi associées à des voies de signalisation, notamment la voie des ERK et la voie de JAK. Donc l'hypothèse de notre travail de recherche, c'est que la librairie de Transym Pharma, qui est donc une biotech basée à Sherbrooke, qui possède une librairie chimique d'environ 25 000 composés qui s'appelle HitCreate, a déjà démontré de l'activité sur plus de 7 récepteurs peptidergiques de la classe A, et dont 3 composés sont actuellement en phase de développement sur les récepteurs de gréline et de motive. Pour nous, on s'est dit pourquoi ces composés-là n'auraient pas aussi une activité sur des récepteurs qui seraient homologues des récepteurs de la gréline et de la motive. Donc on a fait un blast d'identification de séquences pour connaître les récepteurs homologues. On en a retenu 5 qui ont une homologie de séquence complète entre 38 et 48%. Et les 5 sont notamment le récepteur de la neurotensine, le récepteur de la neuromédine U1, je vais oublier de le dire, mais c'est le récepteur neurotensine 1. Également le récepteur kappa-opioïde, le récepteur nociceptine et le récepteur de l'APB. Pour la suite de ma présentation, je vais plus me baser sur le récepteur de la neurotensine 1. Vous allez voir que les étapes de criblage que je vais vous présenter par la suite vont se passer pour les 5 récepteurs. Donc, la librairie de la compagnie Transym Pharma est constituée de macrocytes peptidomimétiques qui sont tous basés sur ce squelette, avec 3 possibilités de substitution de chaînes latérales d'acides aminés par des chaînes latérales d'acides aminés naturelles ou non naturelles, puis une 4e possibilité de substitution ici, qui est le theta, qui est donc la partie non peptidique de la molécule. Donc pourquoi cette librairie est intéressante? Parce qu'elle présente des caractéristiques drug-like, également que le squelette cyclique et la partie non peptidique permet une résistance augmentée aux protéases, donc une dégradation du composé réduit. Également, il y a une liberté conformationnelle qui est réduite par la rigidité de la structure, puis ça permet de réduire l'entropie de liaison lors de la liaison récepteur. Donc, comment on va utiliser ça dans le contexte d'identification de nouveaux ligands? Tout bêtement en utilisant une technique rapportée depuis les années 2000, qui est la technique de BRET, donc de Bioluminescence Resonance Energy Transfer, donc transfert d'énergie de bioluminescence par résonance.
Puis on va suivre le recrutement de la bêta-arrestine. Donc, comme je vous l'ai dit, suite à la liaison du ligand sur le récepteur, on va avoir recrutement des GRK qui vont venir phosphoryler la queue C-terminale. Puis notre récepteur a été tagué en C-terminal par une variante de la GFP, qui est la GFP10. Et puis ensuite, ça va recruter la bêta-arrestine qui va venir se fixer au récepteur. Et là, on va avoir un transfert d'énergie parce que notre bêta-arrestine, elle, a été taguée avec l'araignée luciférase. Donc, il va y avoir transfert d'énergie de bioluminescence et on va pouvoir détecter l'émission au niveau de la GFP. On va utiliser exactement la même technique ensuite pour le suivi de la dissociation des protéines G. Donc, lors de la fixation du ligand au récepteur, il va y avoir échange GTP-GDP au niveau de la sous-unité alpha, qui elle est taguée avec l'araignée luciférase. Puis, dissociation de l'hétérotrimer de protéines G et perte du signal BRET qu'il y avait entre la sous-unité alpha et la sous-unité gamma, qui elle est taguée avec la GFP10. Donc, comme je vous ai dit, ma présentation va se baser plus sur le récepteur à neurotensine. Le neurotensine est un tridécapeptide donc de 13 acides aminés. Et le plus petit fragment actif est la neurotensine 8-13, qui est donc cet enchaînement d'acides aminés. La neurotensine va avoir des effets aussi bien périphériques que centraux. Notamment au niveau central, elle va pouvoir être associée à de l'analgésie et de l'hypothermie. Et c'est ceci que je vais vous détailler un petit peu plus avec un composé qu'on a dans le laboratoire et sur lequel on a fait déjà des tests in vivo. Donc ce composé, c'est le JMV 2009. Donc c'est une neurotensine 8-13 modifiée. On part déjà avec 2 lysines au lieu des 2 arginines. Mais surtout, on va introduire un acide aminé non naturel qui est la silaproline, qu'on peut retrouver ici. Et on a fait des tests de douleur, notamment le test de douleur à la formaline. Donc on va injecter une solution de formaline dans la patte d'un animal, puis on va scorer faire le score de douleur en fait. Donc est-ce que l'animal a la patte levée, ce qui va correspondre au score 2. Est-ce qu'il va shaker ou lécher sa patte également, ce qui va correspondre au score numéro 3. Et donc on va faire ça en fonction du temps. Et on voit ici sur la courbe saline en bleu, on a un premier pic de douleur, une courbe biphasique, donc avec un premier pic de douleur, puis une douleur ensuite inflammatoire qui s'installe. Puis lorsqu'on va injecter avant le composé JMV 2009, on va toujours avoir ce pic de douleur, autant à 3 microgrammes kilo qu'à 30 microgrammes kilo. Puis, c'est une injection intratécale, j'ai oublié de le préciser. Et ensuite, pour la courbe à 3 microgrammes kilo, on va avoir une diminution de la douleur, de la perception de douleur. Puis, à 30 microgrammes kilo, on a vraiment une diminution significative de la douleur de l'animal. Ensuite, on a été voir l'hypothermie, parce que je vous ai dit que ça allait agir les composés neurotoxinergiques sur la température corporelle. Puis, on remarque qu'en fait, avec ce composé, on a ni diminution de la température, ni diminution ni augmentation de la température corporelle par rapport à la salive. Donc on a été faire un petit peu plus loin des tests sur les différentes voies de signalisation avec justement la méthodologie que je vous ai présentée au départ. Puis on remarque que donc ici on a les différentes voies de signalisation GQ, GI, bêta-arrestin 1 et bêta-arrestin 2 pour les EC50 ici pour le JMV 2009 et la neurotensine Playmobil. Donc on remarque que pour la voie GQ, on a une augmentation de l'EC50 d'environ 3 fois. Pour la voie GI, d'environ 30 fois, un petit peu plus de 30 à 40 fois. Et puis surtout pour les voies bêta-arrestin 1 et bêta-arrestin 2, là on va vraiment avoir une grosse augmentation de l'EC50 par rapport à la neurotensine d'environ 50 à 60 fois suivant la voie. Donc ceci montre qu'on a vraiment besoin d'aller chercher des nouveaux composés dans les effets de douleur sur les voies neurotensinergiques. Et puis ça justifie donc qu'on aille cribler des librairies de composés telles que celle de Transime. Donc pour faire le criblage des voies de la librairie de la compagnie Transime, on a prévu donc de faire un suivi du recrutement de la bêta-arrestine. Donc dans un premier temps, on a fait les tests préliminaires en laboratoire, donc de suivi du recrutement de la bêta-arrestine dans le temps et également des courbes concentration-réponse. Puis on s'aperçoit qu'on a un meilleur ratio
de Brett lorsqu'on utilise la bêta Restin 2. Donc tous nos essais de criblage vont se faire avec la bêta Restin 2 pour ce récepteur. Puis on a été voir également donc les courbes concentration-réponse. Puis on a des EC50 pour la bêta Restin 1, la bêta Restin 2, qui vont être similaires à ce qu'on pourrait trouver dans la littérature. Donc avant de lancer un essai de criblage, il faut s'assurer que notre essai va être robuste. Et donc ceci, ça passe par le Z-Prime. Pour faire un Z-Prime, on va prendre une plaque 384 puits qu'on va stimuler pour la moitié des puits, puis non stimuler pour l'autre moitié. Et donc on a absolu de faire le criblage avec un petit peu plus de l'EC80 de la neurotensine sur la voie bêta-Restin 2, donc à 50 nanomolaires pour la neurotensine 813. Puis ici, je vous montre graphiquement ce qu'on obtient lorsqu'on fait un test de Z-Prime. Donc ici, on a la bande des points non stimulés, et puis ici, les points stimulés. Donc le test Z-Prime, c'est un test statistique qui nous permet de déterminer la robustesse de l'essai, comme je l'ai dit, et ça permet d'évaluer la suite à donner à l'essai. Donc, dans un premier temps, ce test prend en compte la différence entre les moyennes du contrôle positif et du contrôle négatif, qui sont le dénominateur. Donc ça va permettre vraiment d'évaluer la séparation entre le stimulé et le non stimulé. Puis également, ce test va prendre en compte la variabilité des données, avec ici le 3 fois SD du contrôle positif plus 3 fois SD du contrôle négatif. Donc graphiquement, la séparation se retrouve entre les deux moyennes, et puis la variabilité des données se retrouve ici. Les indications que vont nous donner les tests de Z-Prime, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir lancer l'essai ou est-ce qu'il faut encore qu'on optimise avant de lancer l'essai. Donc si le Z-Prime est égal à 1, c'est un essai idéal. Donc, ce qui veut dire que c'est quelque chose qu'on n'atteindra jamais, mais on veut toujours se rapprocher de 1. Si le Z-Prime est compris entre 0.5 et 1, à ce moment-là, on va être vraiment dans un essai qui va être excellent. Et puis en dessous de 0.5, l'essai est encore à améliorer. Donc là, à l'heure actuelle, le criblage est vraiment sur le point d'être lancé pour deux récepteurs, le récepteur neurotensine 1 et le récepteur à la péline. Et puis, on a obtenu récemment des Z-Prime qui étaient au-dessus de 0.7. Donc pour vous dire qu'on est vraiment sur le point de lancer le criblage. Donc en conclusion, je vous ai montré deux techniques pour notre projet. Donc la première qui est le criblage de librairie chimique, donc avec un essai indépendant du couplage aux protéines G pour les récepteurs couplés aux protéines G, et qui permet le suivi sans liser les cellules. Donc c'est un avantage. Et puis une deuxième technique pour le test des actifs, donc avec le recrutement de bêta-Restin, puis le suivi de la dissociation des protéines G pour vraiment caractériser les ligands suite au criblage à haute élie. Ensuite, toutes ces données vont permettre d'affiner le design des molécules pour, encore une fois, avoir des molécules plus efficaces sur nos cycles. Donc, je vais finir ma présentation en remerciant mes directeurs de recherche, Charles Leduc et Philippe Sarret, également le professeur Marceau, les différents membres du laboratoire, professeur Michel Bouvier aussi qui nous aide dans le transfert du criblage à la plateforme de criblage de l'IRIC, et Dr Jean Martinez et Florine Cavelier qui, eux, nous ont donné le GMV 2009. Voilà. Merci de votre attention.